parler aujourd'hui de François Martin, le fondateur de la ville de Pondichéry, directeur de la côte de Coromandel à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Alors Pondichéry, il faut savoir que c'est la tête de pont des Français en Inde, c'est la ville principale, ça a même été la préfecture de l'ensemble des comptoirs français de l'océan Indien. L'île de la Réunion a été longtemps sous la tutelle de Pondichéry, en Inde donc de l'Est. En 1674, François Martin fonde officiellement le comptoir français de Pondichéry, qui deviendra plus tard le centre névralgique du rêve français d'un empire en Inde. Sans ce responsable courageux et obstiné, la France aurait dit adieu très tôt à ses espoirs d'établissement en Inde, d'établissement durable. On pense que Martin est né à Paris en 1631, mais son origine ne nous est guère connue que par ce singulier ouvrage de Chasles, dont le ton romanesque, les digressions bizarres, les théories qu'il prête bénévolement aux gens dont il parle, sont faits d'un crédit fort limité. Les sources de son récit sont, dit-il, les informations qu'il recueillit à Pondichéry en janvier 1691, notamment près d'un membre du conseil souverain de Pondichéry. Alors c'est Paul Kipling qui parle comme ça de Chasles. Paul Kipling qui a écrit un livre, Les origines de l'Inde française au XVIIIe siècle, et qui est un des premiers indianistes français. En fait, ce qui fait dire à Chasles que François Martin est parisien, c'est l'acte de reconnaissance que son père est bien Gilles Martin, rédigé vers 1650. Voilà ce que dit le témoignage. Une pièce authentique, l'acte de légitimation de François Martin, établit qu'il naquit en 1631 de Gilles Martin, marchand de Paris, et de Péronne Gosselin, Laure, libre et non mariée. Donc c'est son amante. Ce document, datant de 20 ans après sa naissance, et enregistré au Parlement de Paris en 1658, ne prouve pas que le petit Martin est né et surtout qu'il a grandi dans la capitale française. Par contre, il atteste qu'il est un enfant naturel de Péronne Gosselin. Or, le nom Gosselin est assurément d'origine normande, la majorité des natifs de ce nom au XIXe siècle se trouvant dans la Manche, de Cotentin. Péronne Gosselin serait-elle montée à Paris ou y aurait-elle rencontré Gilles Martin? Ou bien celui-ci serait-il d'origine bretonne? N'oublions pas qu'un premier Martin, François Martin, venu dans l'océan Indien vers 1602, est de Vitré. N'est-il pas surprenant que deux François Martin, à 60 ans d'intervalle, s'intéressent ainsi à la route des Indes au XVIIe siècle? Le plus curieux reste quand même la manière dont notre héros se retrouve embarqué dans cette aventure coloniale. Alors voilà le témoignage de Kipling. Martin ne trouvait pas de travail. Sa femme, pour subsister, s'était fait revendeuse de poissons. Il était réduit au désespoir quand il lut les affiches de la Compagnie des Indes orientales. Il se présenta alors au directeur et comme il était entendu au change, au calcul, au livre de marchandises, il fut tenu de les tenir en partie double et fut embarqué sur la première escadre de 1665 en qualité de sous-marchand et aux appointements de 600 livres par an. Il prit passage sur l'Aigle Blanc. Toujours témoignage de Kipling. Il paraît normal que Martin, alors âgé de 33 ans, soit recruté comme sous-marchand puisque le père, riche et épicier des Halles, lui avait aménagé une bonne éducation commerciale. L'acte de légitimation proclame en effet la bonne nourriture, soins et instruction que lui a donné le dit Gilles Martin, son père, naturel. Malgré cela, le jeune François a connu la misère, car le père d'après Chasles mourut subitement en 1650, et le seul fils légitime chassa son frère pour ne lui faire aucune part d'une très grosse succession.
Martin obtint cependant en 1653, à l'âge de 19 ans, la lettre de légitimation, mais dénuée de toute ressource. Il dut entrer comme garçon de boutique chez un autre épicier. Et vers 1662, il épousa, contre le gré de sa mère, Marie Cuperly, fille d'une maîtresse arrangère. En même temps, il était congédié par son patron qui ne voulait pas de garçon de boutique marié. Ce fut donc la misère pour le jeune couple. Témoignage toujours de Kepling. L'historien géographe fait ici une erreur de calcul, car si François Martin est né en 1631, il a obligatoirement 22 ans en 1653 et non 19. Ou alors la date de naissance comme le lieu reste peu sûr, ce qui est beaucoup plus probable. On rappellera ici que nous avons déjà fait une analyse assez longue sur l'influence toute relative du lieu de naissance dans la psychologie naissante d'un individu. Les premières années de la vie marquent naturellement l'enfant, mais c'est la plupart du temps sa mère qui fait naître ses premiers sentiments, surtout quand elle est seule au foyer, ce qui est le cas de Péronne Gosselin. Car, visiblement, son amant Gilles Martin est déjà marié et père de famille lorsqu'il la met enceinte. Sans quoi on ne voit pas comment le fils naturel aurait un demi-frère plus âgé qui le chasse à la mort de leur père. En tout cas, si François a passé toute ou partie de sa jeunesse à Paris, il doit en conserver une grande amertume, car il s'y est retrouvé à 20 ans, sans ressources, obligé d'occuper un emploi de garçon de boutique, puis chômeur une dizaine d'années plus tard, à son mariage avec la fille d'une marchande de poissons. Dans la capitale française, il n'y a pas de place pour les bâtards de bourgeois. Son père lui avait peut-être assuré une certaine éducation, mais il l'a bien déshérité, sinon pourquoi n'aurait-il pas prévu de lui léguer une partie de sa fortune? L'acte de légitimation précisant que Gilles Martin a donné à François bonne nourriture, soins et instruction n'aurait-il pas pour principal but que d'affranchir le père de sa responsabilité post-mortem et de réserver à son seul fils légitime la totalité des biens? Alors, on dit bâtard, bâtard de bourgeois. Le terme bâtard est ici employé au sens historique, c'est-à-dire celui d'enfant adultérin. Il n'y a pas de péjoratif à ça. Le bâtard d'un noble puissant, lorsqu'il est reconnu, ne souffre pas d'infamie. Les bâtards du roi de France ne sont pas rejetés, puisqu'ils sont de sang royal. Par contre, le bâtard roturier est généralement déconsidéré, voire banni. Et la reconnaissance d'un enfant naturel se fait normalement du vivant des parents. Aujourd'hui, elle peut s'obtenir par un arrêt de tribunal sur attestation de témoins et preuves génétiques. C'est quand même pas le cas au XVIIe siècle. L'enfant reconnu bénéficie alors légalement des mêmes droits que les enfants légitimes. Ce n'est pas le cas sous l'Ancien Régime. Pour que François Martin hérite de son père, il aurait fallu donc un legs clairement exprimé par celui-ci dans un acte officiel. Donc, peu fortuné, François Martin part pour Madagascar dans la première expédition de la compagnie de Colbert. Il arrive à l'île Bourbon en juillet 1665 et est envoyé sur la côte est de la Grande Île, à Galamboul, pour y établir un centre de ravitaillement, ce pays ayant été décrit par Flacourt comme très fertile en riz. Il n'y perdit pas son temps, car le 23 septembre, il renvoyait l'Aigle Blanc à Fort-Dauphin avec 150 barriques de riz, dit Paul Kaplan. François Martin fait plusieurs fois le ravitaillement du Fort-Dauphin en riz, Lacaze se chargeant d'alimenter la colonie en viande de bœuf. Le Lacaze, le vacher Lacaze. La deuxième expédition de la compagnie n'arrive à Madagascar qu'en mars 1667, complètement à court de vivres. C'est l'expédition de Montevergue. Les envois de riz de Martin et les razzias de Lacaze suffisent à peine à nourrir tout le monde. Déjà occupé par quelques centaines d'habitants, le Fort Dauphin se voit obligé d'alimenter à cette heure 1600 personnes en plus. Caron commença ainsi que de Faille, l'autre directeur général, à se préparer au départ pour l'Inde. Comme ils veulent emmener Martin, dont l'esprit entreprenant et pratique s'est révélé, ils envoient un autre Français le remplacer à Galamboul,
où il se trouve pour récupérer du riz. Martin arrive à Fort-Dauphin le 2 septembre, il est promu au grade de marchand, mais il prend parti pour Defaille dans ses mésintelligences avec Caron. Aussi n'est-il pas de ce premier voyage, sinon il serait parti avec Caron, qui n'emporte que Caron avec 2 petits bateaux. Le directeur français juge qu'il ne se rabaisserait à Defaille en arrivant aux Indes sur de si modestes voiliers. Il reste donc à Madagascar dans l'attente d'avoir quelques renforts pour aller rejoindre Caron et les marchands français à Surat, car la flotte de Montevergue est en très mauvais état. Martin, le tout nouveau promu marchand, est donc envoyé de nouveau à Galamboule, toujours pour ravitailler Fort-Dauphin, en riz et en viande. Martin arrive à destination le 11 novembre et part le 29 pour une grande expédition dans les terres. Il voulait gagner les indigènes des pays voisins et s'y procurer des vivres, et pour cela entreprit de les défendre contre leurs ennemis du pays d'Ambouette. Il faut remarquer que Martin appliquait déjà d'instinct la politique indigène qu'il suivra plus tard aux Indes. Donc c'est quelqu'un qui a tendance à aller vers l'autre, à prendre connaissance de l'existence de l'autre, à en être conscient et à essayer de s'imprégner de sa culture. Alors malheureusement, il échoue dans cette opération, sa petite troupe se trouvant décimée par les guerriers d'Ambouette en surnombre. Il ne peut donc expédier au fort le ravitaillement espéré. Les chefs de la colonie qui avaient commencé des plantations furent abandonnés de leurs noirs et revinrent en constatant l'impossibilité de ne rien faire. De Montevergue et Defaille renvoyèrent en France le houcre Saint-Robert en mars 1668 pour y faire savoir l'échec de la colonisation. Voilà bien des gens qui n'ont pas le caractère suffisamment trempé pour ce genre d'entreprise, découragés 1 an à peine après leur arrivée dans la Grande Île, alors que la petite colonie de Fort-Dauphin, qui existe depuis 25 ans, a connu des heures bien plus noires, bien plus sombres. Heureusement quand même, il y a des hommes comme Caron, Lacaze, Chamargou et bien sûr François Martin, dont on le verra plus loin, qui eux ne renoncent jamais. D'ailleurs, ce dernier, François Martin, qui prit parti pour Defaille au départ de Madagascar en allant vers l'Inde, se range du côté de Caron lorsqu'il arrive là-bas en Inde, après avoir constaté l'incompétence en affaires du directeur Defaille. Non seulement la nomination de ce directeur adjoint est une erreur de recrutement, mais elle met en présence 2 hommes que tout oppose. En adjoignant un co-directeur français qui prime sur le hollandais, c'est-à-dire Caron, Colbert fragilise l'autorité de celui-ci auprès des sous-marchands qui se liguent contre lui. Ayant l'avantage du nombre, ceux-ci reprochent à Caron de ne pas les concerter quant aux marchandises à acheter et aux expéditions de navires vers l'Europe, le soupçonnant de faire du commerce à son profit, non pour celui de la compagnie. C'est ce dont il sera accusé plus tard, ce qui sera totalement faux. En août 1668, arrivent à Fort-Dauphin donc 2 frégates envoyées par Colbert, avec à bord un dénommé Goujon en qualité de chef marchand. C'est par cette flottille que Martin et Defaille rejoignent Surat l'année suivante. Ce dernier meurt quelques mois après, on le sait, mais le ministre de Louis XIV a refait préalablement l'erreur d'envoyer à Surat d'autres marchands, dont le triste Goujon, qui se révélera le pire conspirateur contre le directeur de la compagnie, François Caron. En 1671, l'escadre militaire de Blanquet de la Haye arrive à Surat. Elle a d'abord fait escale à Fort-Dauphin, où le vice-roi des Indes, c'est comme ça qu'il s'appelait, le Blanquet de la Haye, a recréé les hostilités avec les tribus malgaches voisines, puis à l'île Bourbon, où son comportement a été ridicule, promulguant même une ordonnance interdisant la chasse sous peine de mort, car elle pousse, selon lui, les habitants à la paresse. Il reviendra 3 ans plus tard à Bourbon, après avoir été battu par les Hollandais, pour y promulguer une 2e ordonnance aussi stupide que la première, stipulant l'interdiction faite aux Français d'épouser des femmes noires. Ben, les pauvres colons bourbonnais, qui ne sont encore qu'une 50aine, ont épousé, pour la majorité, des femmes malgaches ou indiennes. Devront-ils divorcer? En Inde,
trop sûr de sa force, Blanquet de la Haye, qui se prétend le vice-roi des Indes, se fait particulièrement belliqueux. Il investit Saint-Thomé, tandis qu'un des marchands barons avait commencé à en négocier l'achat avec un prince mort. Donc au lieu de laisser faire l'achat tranquillement, non, là il attaque. Puis il est vaincu par le sultan de Golkong, soutenu par une forte escadre hollandaise à Trinkmal, dans l'île de Ceylan, en 1674. C'est la ruine de l'escadre de Perse, de Blanquet de la Haye. Heureusement, François Martin a préalablement rejoint Pondichéry, où Bélanger de l'Espinay s'est installé l'année précédente. Alors Pondichéry, à l'époque, c'est un tout petit village, hein, c'est loin d'être une grande ville. L'escadre française anéantie, le comptoir de Surat à l'abandon après le départ de Caron, Pondichéry devient la tête de pont des intérêts commerciaux de la France en Inde. Très adroitement, Martin s'allie avec un prince hindou, Sher Khan, et permet par de beaux faits d'armes contre ses ennemis musulmans d'asseoir la réputation des soldats français en Inde. En 1685, François Martin, nommé directeur de la côte de Coromandel, démarre la fortification de Pondichéry. Il obtient de l'aide de Daou Khan, le général du Mongol Aurangzeb, pour étendre la ville au sud et pour fonder les comptoirs de Masulipatam en Pradesh en 1686 et de Chandernagore au Bengale en 1687. Donc c'est un homme particulièrement actif. Malheureusement, la ville de Pondichéry est prise par les Hollandais en 1693. Déjà, dès 1678, il y eut à craindre à Pondichéry une attaque des Hollandais qui eurent un instant le dessein d'en chasser les Français. Alors les Hollandais le font donc 15 ans plus tard, profitant de la déclaration de guerre de Louis XIV aux Provinces-Unies, et bénéficient alors des travaux que Martin a entrepris. Ah oui, parce que de 1673 à 1693, François Martin avait réussi à construire un fort, des magasins, à attirer les artisans des environs et ainsi à faire de l'endroit un établissement prospère. C'est encore un témoignage de Paul Kipling. Mais les Français, péchant comme souvent par excès d'orgueil, se croient pourtant les plus forts. Les chefs de comptoir de Surat affirmaient au directeur de la compagnie la faiblesse des Hollandais aux Indes et la certitude de les détruire par une guerre ouverte. De même pour les Anglais. Ça, c'est ce que disaient les marchands de Surat. Plus lucide de l'état précaire de toutes les compagnies européennes, Martin considérait-il leur situation à Surat comme irrémédiablement perdue et comme ne pouvant être rétablie que par un coup de vigueur de l'une d'elles, qu'il jugeait d'ailleurs fort improbable, par l'intérêt qu'elles avaient à aménager le Mogol, maître à présent de l'Inde presque entière. Lorsque Pondichéry est assailli par les Hollandais, François Martin et sa troupe se réfugient à Chandernagore, qu'il a lui-même pratiquement créé. Le comptoir de Coromandel est cependant rendu à la France en 1699 et Martin en redevient le gouverneur. En France, à l'époque 1699, la Compagnie des Indes orientales souffre elle aussi de cette même vanité des Français. Ainsi, nous voyons à ce moment les directeurs de la compagnie refusaient la proposition transmise par Pontchartrain, le ministre de la Marine de Louis XIV, d'armateurs malouins auxquels la guerre de course créait des loisirs et qui demandaient à envoyer quelques vaisseaux aux Indes orientales à condition de payer à la compagnie 10% des cargaisons de retour. Alors, ces messieurs de Saint-Malo disposent alors de 163 navires. Mais on le voit, la confiance ne règne pas entre les milieux d'affaires parisiens et les armateurs bretons. La navigation vers et dans l'océan Indien, qu'ils ont quasiment initiée, les Malouins, pour la France au début du XVIIe siècle, les intéresse toujours, mais sans la tutelle centrale de l'État français. Ils savent très bien que Louis XIV n'a qu'une ambition, tout contrôler et manipuler de Paris, les directeurs de la compagnie ne faisant que de la figuration. Il est évident que le ministre Pontchartrain se sert d'eux pour récuser l'offre des Malouins.
On voit ainsi que dans l'administration de leur possession des Indes, les directeurs ne faisaient rien par eux-mêmes. C'est Pontchartrain qui donne les ordres relatifs à la relève des officiers de Pondichéry, stipule qu'ils feront le voyage sur les seuls vaisseaux de la compagnie. Un témoignage toujours de Kepling. Pour Louis XIV, la compagnie, c'est d'abord une entreprise de conquête coloniale. En 1702, le roi veut obliger les actionnaires de la compagnie à honorer un prêt à l'État pour alimenter son budget militaire et ordonnait aux actionnaires et à leurs héritiers de satisfaire au paiement de 50% tout de suite ou dans les 2 mois, sous peine d'être purement et simplement déchus de leurs actions. C'est simple, hein? Ou vous payez ou vous n'avez plus aucun droit. Les syndics de la compagnie n'arrivent déjà pas à rembourser leurs créanciers et à verser quelques dividendes à leurs actionnaires. Comment pourraient-ils exiger de leurs bailleurs de fonds l'octroi d'un prêt au roi? 40 ans après sa création, la comptabilité de la Compagnie des Indes est si calamiteuse qu'elle en est réduite à vendre plusieurs de ses bateaux. Et voilà le témoignage toujours de Kipling. Monseigneur sait notre indigence, écrivaient les directeurs. Nous n'avons point d'autre moyen de nous acquitter que de faire de l'argent de nos vaisseaux. Nous les donnons au prix qu'on nous les demande pour sortir d'affaires. Et ils vendirent successivement en 1707 le Pondichéry, l'Aurore et le Filippo. 3 donc gros vaisseaux. Cette lamentable situation n'est pour l'essentiel que le résultat de la politique autocratique de Louis XIV. Exclue en 1703 par la Marine royale de la zone industrielle et du port de Lorient en Bretagne Sud, exsangue, la compagnie n'a plus en 1706 que son privilège à faire valoir. Elle n'a plus de bateau pratiquement. De 1708 à 1719, elle sous-traite son monopole aux armateurs malouins, qui lui avaient proposé 10 ans avant, presque. Hein. D'abord prudent, puis résolu à faire de son trafic le nouvel axe stratégique de leurs armements, les messieurs de Saint-Malo inventent le commerce direct du café moka en Europe, font fructifier par leur retour de coris, poivre et cotonnade des mises or entièrement financées sur leurs propres fonds ou par les prises qu'ils font sur leurs adversaires. Et ils prennent possession de l'île de France au nom du roi de France. Hein, l'île de France, c'est l'île Maurice. C'est eux qui la baptisent île de France. Pourtant, malgré l'avenir incertain de la compagnie, dont il dépend totalement, François Martin fait feu de tout bois en Inde. On le voit, relancer la construction du Fort Louis en plein centre de Pondichéry, renforcer l'établissement de Chandernagore, dont il a confié la direction à son gendre André Deslandes, secourir en vivres et en matériel 2 vaisseaux du roi destinés à la conquête du Siam, recruter pour cela des soldats, hollandais déserteurs et indiens, afin de renforcer l'escadre française, servir d'ambassadeur éclairé dans toute la région, relancer les ateliers de tisserand que les Hollandais avaient abandonnés, et même faire construire un hôpital pour soulager une épidémie de fièvre. Mais la plus grande qualité de François Martin reste l'autorité habile dont il fait preuve et l'excellente influence qu'il exerce sur son gendre à Chandernagore. L'union la plus parfaite régnait dans le personnel, témoigne Kepling. Ce qui contraste avec les désastreux désaccords entre les marchands et leurs directeurs de commerce Caron au début de l'aventure coloniale à Madagascar et à Surat. De plus, le gouverneur de Pondichéry n'hésite pas à aller au-devant des princes autochtones, même vis-à-vis du plus arrogant, Daoukan. Alors, témoignage toujours, le conseil de Pondichéry et François Martin considérèrent qu'il fallait absolument rétablir l'entente avec celui-ci. L'ambassadeur de Martin, un certain Desprez, obtient du nabab la cession de l'Aldé d'Oulgaré en 1706. Donc c'est une baie de Pondichéry qui permet d'étendre la ville. Tel fut le dernier épisode remarquable des relations de François Martin et des chefs indigènes. Toujours témoignage de Kipling. C'était un homme d'une grande intelligence dans les affaires et qui se piquait de la plus exacte probité.
il joignait à un noble désintéressement deux qualités qui conviennent si bien aux personnes en place, la maturité d'esprit dans les conseils et la fermeté dans l'exécution. Dit de lui son petit-fils, philosophe André Deslandes, donc le fils de son gendre, en 1753. Malheureusement, ces grandes qualités morales et professionnelles sont au service d'une compagnie des Indes très endettée, minée par le dirigisme du roi de France, brimée par ses guerres et la pression des grands manufacturiers tisserands de la métropole. La compagnie est anéantie en 1712, donc elle disparaît carrément. Constatant l'échec final de la première compagnie des Indes orientales, Paul Képelin écrit, dans la conclusion de son ouvrage, « Mais que restait-il effectivement de si longs efforts? Deux choses. D'abord, deux établissements territoriaux, une place forte, Pondichéry, et un poste commercial important, Chandernagore, puis quelques idées suscitées par le contact pris avec les puissances indigènes. De ces deux résultats, la part principale revenait assurément à François Martin. Il est d'abord personnellement le fondateur de Pondichéry. C'est lui aussi qui établit les comptoirs du Bengale, où son gendre Deslandes organisa sous sa direction celui de Chandernagore et celui de Kaveripatam, restauré au XVIIIe siècle à Karital. 3 des 5 colonies aujourd'hui, quand il écrit ça, Képelin, c'est au XIXe siècle, donc on n'a plus rien en Inde que 5 comptoirs. Et 3 de ces 5 comptoirs, conservés par la France de ses anciennes possessions de l'Inde, doivent donc leur existence à François Martin. Celui-ci meurt en 1706, la solennelle inauguration de la forteresse de Fort-Louis fut le dernier événement de l'administration de François Martin à Pondichéry et de sa vie. Il était alors âgé de 72 ans et sa robuste santé, qui avait supporté facilement 3 années de séjour à Madagascar et 38 années dans l'Inde, était fortement atteinte. Il put encore exercer son commandement pendant une année entière et éprouver comme récompense de sa laborieuse carrière la joie de voir le comptoir qu'il avait fondé plus de 30 ans auparavant sur la côte déserte de Coromandel transformé en une ville française florissante et affermie. François Martin fut enterré dans la chapelle du fort. Pondichéry conclut son acte de sépulture, lui a l'obligation de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est toujours le témoignage de Paul Képelin. Ainsi s'achève le séjour terrestre d'un des plus remarquables personnages de la Compagnie française des Indes orientales. Il y a montré son intelligence sociale, son obstination lucide, son respect pour les autres et leur culture, sa probité, son humilité, son attachement à la famille, ainsi que ses grandes capacités d'adaptation à toutes les situations. N'oublions pas que Martin n'est au départ qu'un simple garçon de boutique à Paris. Mais ce sont là des caractères prégnants de la civilisation celtique. La parfaite complicité avec son gendre André Deslandes, dont la famille est d'origine tourangelle, s'explique ainsi beaucoup mieux. Rappelons ici que la mère de Martin est d'origine normande et que Anjou, Touraine, Maine et Normandie ont longtemps été gouvernés par les mêmes ducs, les puissants Plantagenets, alliés de circonstance des ducs de Bretagne, l'un d'eux, Henri II, étant devenu roi d'Angleterre. Celui-ci, Henri II, a alors la tutelle d'un vaste ensemble d'États, du nord au sud, le royaume d'Angleterre, le duché de Normandie, le comté d'Anjou, le comté du Poitou, le duché d'Aquitaine et même celui de Bretagne, dont il assure momentanément la régence. Donc, même quelques siècles plus tard, face à l'hégémonie parisienne, les populations de ces provinces de l'Ouest sont restées solidaires, à l'instar de François Martin et de son gendre. C'est tout à leur honneur.